Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Dans cette vidéo, beaucoup d'actualités, beaucoup de choses qui bougent. Le monde bouge, l'histoire Rolex bouge également. Le sommaire de cette vidéo, tout d'abord l'effet Trump sur les ventes de Genève. Ensuite, nous apprenons également que les grands patrons de la tech investissent sur des pièces de collection. Ça, c'est très important. Une rencontre, un jeune entrepreneur, 30 ans, qui vient d'acheter sa première Rolex et qui nous pose des tas de questions sur l'histoire et le marché Rolex. Et enfin, je vous montrerai une pièce que j'ai rentrée récemment, qui est une incroyable histoire d'une pièce Rolex extraordinaire qui est restée 50 ans dans un coffre, qui est ce qu'on appelle neuf de stock. Ça arrive une fois dans la vie d'un expert ou d'un acheteur. Tout d'abord, je voulais commencer à parler des ventes de Genève. Il y a eu même à Monaco une très très belle vente, bonne tenue des montres de collection. Sur Monaco, on a été surpris d'un prototype des dates en or gris qui a fait 1,2 million. Sur Genève, une magnifique Newman Tutor a fait 2,5 millions. Ensuite, acheté soi-disant par un patron de la tech, un Daytona or gris joaillerie qui a fait 5,5 millions. Le marché se porte vraiment bien. La surprise, c'est une vente à Monaco, où 90% des produits sont vendus et ils font entre 17 et 18 millions. Ça, c'était la surprise. La surprise d'une magnifique vente à Monaco. Et sur Genève, c'est l'effet Trump. L'effet Trump. Je parle d'effet Trump parce que je pense que l'élection de Trump à une large majorité a électrisé le marché. C'est une élection qui a dynamisé le marché. Et ça, c'est important. Psychologiquement, ça relance. Dans mes dernières vidéos, je vous parlais d'une crise avenante, d'une crise qui allait arriver, mais là, je peux vous certifier qu'on est en plein dedans. Quand vous voyez cet article d'un journal financier qui annonce que l'horlogerie suisse est en pleine difficulté, c'est vrai. L'horlogerie suisse demande une aide à l'État suisse. Swatch est en difficulté. Alors je me demande s'il y a encore de la place pour le moyen de gamme. C'est-à-dire, on est confronté à un marché de haut de gamme ou de bas de gamme. Deux marques sont des machines de guerre, deux marques vont tirer leur épingle du jeu. C'est tout d'abord Rolex, parce que Rolex ne satisfait pas la demande mondiale. C'est-à-dire que vous n'avez toujours pas de Rolex en vitrine. Alors, ils sont passés de 800 000 en accélérant à 1,3 million, ils vont peut-être faire 1,6 million, 1,7 million, mais il n'y aura toujours pas de Rolex en vitrine. Preuve que malgré l'accélération de la fabrique Rolex, les Rolex sont difficiles à trouver dans le neuf. Voilà, ça c'est une première position. Vous avez Patek aussi qui va tirer son épingle du jeu. Cette crise de l'horlogerie suisse me fait penser à la crise que j'ai vécue en 1985, où j'ai vu les Japonais attaquer en force avec des marques comme Citizen et Seiko prendre le marché mondial du quartz. Ça, je l'ai vécu. C'est-à-dire que vous allez à Genève, vous voyez dans des anciens immeubles des marques d'ébauche, c'est-à-dire que les Japonais ont mis en faillite 350 ébauches suisses. Donc, vous voyez encore dans des villes en Suisse le nom des ébauches qui ont fait faillite sur les façades. Ça a été terrible. Ensuite, les Suisses, dans le haut de gamme, ont pris leur revanche. Les Suisses ont quand même, soyons objectifs, bénéficié pendant 15 ou 20 ans d'une croissance à 2 chiffres. Mais là, le marché est terrible. Apple Watch fait 11 milliards de chiffres, c'est-à-dire c'est l'équivalent du chiffre d'affaires de Rolex Monde. Et il n'y a pas que. C'est pour ça que l'État suisse est en difficulté. Ça touche le marché. Qu'est-ce que c'est qu'une montre connectée ? Une montre connectée, c'est un bout de plastique complètement bourré d'électronique. C'est complètement bourré d'électronique. Alors vous me direz, les gens sont pratiques, il y a les arrachages de montres, c'est pratique pour les sportifs, c'est pratique au niveau médical. Mais qu'est-ce que c'est laid ? Et ça fait des dégâts. Ça, c'est un pourquoi de la crise. Voilà un marché qui a attaqué directement l'horlogerie suisse. Pour moi, ces montres-là, c'est une mode. Alors bien sûr, ça a le côté pratique, je le répète. Vous avez quelqu'un qui est malade du cœur, qui a constamment son diagnostic, d'accord, le sportif a besoin de ça. Moi je suis désolé, j'aime les choses de goût, sans prétention, mais qu'est-ce que c'est laid ? C'est quoi ça ? C'est n'importe quoi.
Ça me fait penser aussi dans les années 90, où je voyais la plupart de mes hommes politiques, c'était l'époque du quartz, qui portaient une montre noire avec un cadran blanc et 3 aiguilles. C'était d'un ridicule, mais c'est d'un manque de goût incroyable, incroyable. Bon là c'est sophistiqué, hein, vous appuyez, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez l'anti-radar, vous avez tout ce que vous voulez. Mais moi j'ai tout ça sur mon portable et ça me suffit largement. Comprenez? Comprenez? Ça c'est du jetable, ça c'est du jetable. Et ça c'est une mode. Bien sûr que ça va durer, mais quand vous voyez l'impact du chiffre d'affaires mondial d'Apple, vous comprenez pourquoi l'horlogerie suisse est attaquée. Pour moi c'est du jetable. Ça également c'est du jetable. Tous les 2 ans on change de portable. Ça c'est pas du jetable. Ça, c'est une institution, voilà, voilà. Ça, c'est un trésor, ça, c'est une valeur sûre, voilà. Là, on achète un produit de consommation, là, on investit. On investit sur une œuvre d'art. Parce que pour moi, cette montre-là, c'est plus une montre, c'est une œuvre d'art. Pièce unique par sa patine, je le répète. Quand on commence à mettre 10, 15, 20 000 euros dans une montre, c'est beaucoup d'argent. Il faut se dire qu'il peut y avoir un retour de fortune où je dis, tiens, j'ai acheté une Rolex, mais tout de suite, j'ai pas perdu, j'ai pas tout perdu. Et c'est ça qui est terrible. L'argent va devenir de plus en plus précieux. Alors ça, dépenser, je sais pas combien ça vaut, ça, 5, 6, 700 euros. Mais c'est une mode. Ça, dans 3-4 ans, elle est obsolète. Vous comprenez? Je voulais vous partager une rencontre qu'il y a eu il y a quelques jours avec un jeune entrepreneur d'une trentaine d'années qui achète sa première Rolex céramique et qui me pose des questions sur le marché. Aujourd'hui, moi, en tant que jeune, pour moi, c'est comme sur le marché de l'automobile. Pour moi, il faut toujours le dernier modèle sur les montres. Qu'en penses-tu? Ben, je pense que c'est ta jeunesse. Mais déjà, l'intelligence que tu as eue, c'est de rentrer sur Rolex. Tu es un primo-accédant sur Rolex. Mais rien ne te dire que tu vas pas mûrir. C'est-à-dire que tu vas garder ta céramique et tu vas évoluer dans les côtés collection. Ça, je le vois tout le temps. J'ai vu des petits jeunes réussir, commencer par une montre comme tu as acheté, et puis finir par de la collection, de la grande collection. Tu es rentré sur une céramique et ça va mûrir. Tôt ou tard, tu achèteras une tritium. Après, ça va te démanger. Moi, je le vois, ce parcours. Les gens commencent comme toi, les jeunes, ils commencent comme toi. Ils achètent ce qui leur plaît, ce qui leur a fait leur admiration, c'est les céramiques. Et après, ils creusent le sujet. Et il y a beaucoup de clients, au fur et à mesure de leur réussite, investissent sur des pièces de plus en plus anciennes. Aujourd'hui, je me demande, est-ce que le marché du vintage n'est pas trop tard pour moi? Non, non, parce qu'on traverse. D'abord, on traverse, sur le vintage, on traverse un faux plat. Après un tassement de 10 points, moi j'ai des indices mondiaux comme quoi c'est stabilisé. Ensuite, ça repart. Le faux plat, c'est ça. J'ai 35 ans d'expérience sur Rolex et un faux plat, c'est un tassement. Et puis ça repart. Parce que c'est des modèles qu'on ne refera jamais plus. Le tritium est une matière qui ne se retravaillera jamais. Donc une belle pièce en tritium avec ses papiers, tu ne perdras jamais d'argent. Mais ça va aussi pouvoir te donner le goût d'accéder au summum, l'organique. Ça, tôt ou tard. C'est beau, ouais. Tout dépend aussi de ta réussite. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je dis un jeune qui commence à gagner de l'argent, de temps en temps, il met un petit billet sur une belle Rolex. Tu penses qu'à la longue, le céramique, ça serait le vintage de demain? Non, impossible. C'est pour ça que les vintage vaudront toujours beaucoup d'argent. Parce que les céramiques, c'est bien beau, t'achètes ta montre, t'as 30 ans, elle te plaît et tout, mais ça n'a pas l'âme d'une tritium. C'est loin d'avoir l'âme d'une organique. Parce que les organiques, c'est des patines exceptionnelles, il en reste très très peu en bon état. Et c'est un autre monde, c'est un autre monde. Pour toi, les céramiques ne seront pas les vintage de jamais. Demain? D'accord. La mienne dans 20 ans, c'est toujours la même. Voilà, ça sera toujours du dollar, de l'euro. Hein. Tu la poses, tu as besoin d'argent, tu la payes. Hein. C'est ça, c'est cet intérêt. Voilà, c'est une valeur sûre. Tu n'as pas dépensé, tu as investi. D'accord. Je veux pas être mauvaise langue, mais tu achètes des marques 10 000, tu sors du magasin, ça vaut plus que 5 000. Et puis voilà. Et la crise, elle va amplifier ce phénomène-là. Aujourd'hui, je m'intéresse à la Daytona 116 520 et je vois à peu près de tous les prix aujourd'hui. C'est normal. Il y a aussi les années de fabrication. Il y a surtout la qualité. On voit tout. On voit des Daito qui sont massacrés et on voit des Daito qui ont 7, 8, 10 ans qui sont impeccables. La qualité est importante et en plus on vérifie le SAV. Il faut que les pièces d'origine soient de l'année de fabrication et soient restées de qualité. Il faut impérativement aussi les papiers. Les papiers sont très très importants sur les verres saphirs.
montré il y a quelques jours une montre GMT Master Clean Eastwood. Entendons-nous bien, neuve de stock, acheté en 75, resté dans un coffre pendant 50 ans. Ça, c'est unique. Voici les détails, les papiers, et voici la montre. Voilà. Alors pourquoi Clean Eastwood? Parce que Clean Eastwood affectionnait particulièrement ce modèle. Il en a eu plusieurs. Il en a eu bracelet Oyster, bracelet Jubilé. Mais ce qui est incroyable, c'est de sortir un produit qui pendant 50 ans est resté dans son coffre. Avec son stick d'origine, neuf de stock. Voilà l'histoire. Voilà. N'a jamais été touché. Et chose surprenante, ce cadran noir, il n'est plus noir, il est tropique. Même l'insert est patiné, vous vous rendez compte? Donc les petits rigolos qui vous disent la patine de coffre, c'est une invention Living Prestige, ben voilà, ils se mettent le doigt dans l'œil. Voilà. Ensuite, chose incroyable, je prends la montre, je la lance, écoutez-moi bien, regardez bien, qu'est-ce qui se passe? Elle marche, je la scanne, impeccable. C'est-à-dire que c'est une montre, pendant 50 ans, elle n'a pas bougé de son coffre, elle n'a même pas été remise à taille, et ça fonctionne. Mais c'est ça, Rolex, c'est incroyable, cette qualité de mouvement, d'encre, d'huile, de tout ce que vous voulez. Regardez un peu, regardez un peu. Voilà, voilà un objet rarissime. Je vais la passer au poignet. Dans les années 90, quand les Italiens lancent le marché des Rolex de collection, les Italiens ont l'habitude de baptiser du nom des porteurs certaines Rolex. Vous vous rendez compte que le cadran était noir. Là, il tourne au marronné et à cette fameuse patine tropique, avant de devenir chocolat. Mais une patine tropique peut s'arrêter en tropique. Après, les chocolats, c'est un miracle. Les tropiques, c'est également un miracle. Les chocolats sont beaucoup plus rares parce que c'est une toute petite prise, une infime prise d'humidité qui transforme la peinture. Mais grâce au tritium, l'élément vecteur, c'est le tritium, et qui patine, c'est-à-dire que vous avez des noirs qui passent anthracite, et cette petite prise infime d'immunité, c'est un miracle qui transforme en chocolat parfait. Alors là, il n'y a plus de prix, hein, je ne le dis pas. Vous vous rendez compte qu'une patine comme ça, si elle est claire, foncée, elle ne vaut plus rien. C'est une forme de miracle. Alors je ne sais pas après si elle va être portée ou rester également dans un coffre, mais c'est exceptionnel. Mais à cette époque-là, c'était un travail d'orfèvre, d'artisan, tout est de qualité, la typo est magnifique. Et on note une légère grisure visible à l'œil nu sur les aiguilles. Le tritium est parfait, un tritium Picajou qui joue parfaitement, qui se matche parfaitement avec les index. Un régal, ça malheureusement c'est extrêmement rare. J'ai dû en faire une ou deux dans ma vie, dans toute ma vie d'expert. Quelle beauté, mais quelle beauté! La perfection.